parce qu'il y a l'outil à deux parties en fait, une partie qui pour tester les candidats en recrutement, puis une partie pour tester les équipes elles-mêmes, donc les salariés. Et donc sur la partie concernant les candidats, 92% des profils de commerciaux qui sont recommandés par l'outil Objective Management Group, pour faire court, je vais dire OMG, ça ira plus vite. Dans les 12 mois, une fois qu'ils ont été recommandés et embauchés, dans les 12 mois, ils rejoignent la première moitié des meilleurs commerciaux de l'entreprise qui nous a commandé cet outil. C'est pour vous donner à quel point c'est précis et prédictif de ce qui va se passer, à la différence de tous les autres tests qui qui sont adaptés pour la vente, mais qui ne sont jamais que des outils d'évaluation, de comportement et de rapports sociaux. Alors maintenant, ceci étant dit, et on pourra répondre à d'autres questions plus tard, je vais revenir je vais descendre dans la soute et voir avec vous quelles sont ces 21 compétences fondamentales en vente. Alors elles se découpent en 4 zones. Tout d'abord, la volonté de vendre. Donc là, ça va être la première partie de mon intervention. L'ADN de vente, les systèmes et les stratégies que vous pouvez mettre en œuvre et les compétences tactiques. Alors, je m'aperçois que, avant d'aller plus loin, bien sûr, pour tous ceux qui sont avec nous, on a prévu un cadeau à la fin de la session que je vous proposerai pour ceux qui nous auront écoutés. Ils pourront entrer ils pourront en bénéficier. Donc, attendez la fin tout à l'heure. Victor vous expliquera tout ça. Super. Alors, je vais tout d'abord descendre dans ce qui est la volonté de vendre. Alors, la volonté de vendre. Et là, je vais vous montrer ce que donne le rapport en tant que tel. Alors, le rapport, il ne sort pas de nulle part. Hein. Ça, je vais aussi vous l'expliquer. C'est un outil qui est un questionnaire en ligne. Il y a 180 questions. Ça nécessite 50 minutes de concentration pour y répondre. Et à la fin, vous obtenez un rapport avec un tableau de synthèse sur une page. C'est ce que je vais partager avec vous. Et un rapport très détaillé, puisqu'il fait en 30 pages, qui explique tous les comportements de façon précise et aussi comment vous pouvez vous améliorer. Alors, j'ai commencé donc par la volonté de vendre. Donc là, vous avez par exemple le premier, ce qu'on va retrouver dans le rapport en haut à gauche et là, c'est une des parties les plus importantes. Et je vais vous détailler ce que c'est. Donc, le désir, l'engagement, le moral, la motivation et la responsabilité. Alors, qu'est-ce que c'est le désir? Alors, le désir, ça mesure votre volonté d'avoir plus de succès en vente. Et c'est vraiment plus que tout. C'est-à-dire, est-ce que vous vous levez le matin pour avoir plus de succès en vente? Pour signer des affaires? Pour en ayant en tête que vous vous levez que pour ça? Parce que, effectivement, je partage avec vous que la vente, c'est parfois une carrière qui est subie. Un accident, un hasard. Mais effectivement, cet aspect-là, vous pouvez travailler dessus, même si la vente est un métier qui vous plaît, vous pouvez toujours le faire évoluer. Hein, donc ça va mesurer tout ce qu'est l'aspect désir. Un deuxième, c'est l'engagement. Alors, l'engagement, ça, c'est sous votre contrôle et c'est vous qui avez le contrôle là-dessus. L'engagement, c'est à quel point vous êtes prêt à faire des choses difficiles pour assouvir votre désir de vendre. De faire ces choses même quand c'est dur pour vous, même quand ça nécessite de mobiliser des compétences que vous n'avez pas ou pas encore, même quand ça vous demande des efforts. Et effectivement, même quand vous n'êtes pas d'accord avec, par exemple, la stratégie, le produit, avec votre manager, même tout ce qui va être difficile. La vente a beaucoup changé en 10 ans. Tout le monde connaît l'évolution des acheteurs, hein, qui sont de plus en plus informés, un monde qui va de plus en plus vite. Ça, ce sont des poncifs, hein, j'enfoncerai pas de porte ouverte. Mais effectivement, l'engagement, c'est tout ce qui va ne pas conditionner votre effort de vente. Si vous avez un engagement faible, en l'occurrence,
un commercial qui a un engagement faible, il va conditionner son action jusqu'aux limites de ce avec quoi il est d'accord en fait. Hein. Donc, si c'est trop dur, il va pas faire. Si ça demande trop d'efforts, il va pas faire. Si c'est trop compliqué, il va pas faire. Un commercial qui, à contrario, a envie d'y aller et envie de se bouger, il va faire tout ce qui doit être fait dans la limite de l'éthique et de la morale pour assouvir son désir. Je vais vous donner une image toute simple que j'utilise de temps en temps. Vous allez en soirée, vous aimeriez, ça c'est votre désir, vous aimeriez rentrer bien accompagné. Mais pour cela, en fait, il faut présenter un minimum, il faut s'être brossé les dents, mais il se trouve que vous avez une aversion pour le brossage de dents. Et bien en fait, l'engagement, vous brossez les dents parce que vous vous dites que ce soir vous voulez passer une bonne soirée et peut-être trouver l'âme sœur. Voilà, c'est ça l'image. Je pense que si je peux me permettre de complémenter. Ah, j'ai un problème de mon côté. Non, c'est bon. Ah ok, moi je m'entends en double. Là quand on parle d'engagement, voilà, typiquement, en plus je vois qu'il y a des questions sur la prospection. Voilà, à un moment donné, quand on a des objectifs ou qu'on cherche à atteindre des objectifs, l'engagement c'est est-ce que j'ai une target, un nombre de cibles à appeler cette semaine? Et voilà, est-ce que j'atteins cette target, même les jours où mon niveau de motivation est au plus bas? Est-ce que je me donne les moyens? Est-ce que je m'engage à fond pour aller réaliser, pour me donner l'occasion d'atteindre un objectif de chiffre d'affaires? Est-ce que au moins je me donne l'occasion d'atteindre mon objectif de volumétrie d'appels à passer? Ça, c'est peut-être quelque chose qui leur parlera plus. Ouais, et même si effectivement, j'aime pas faire ça. Exactement. Ah. Ok. Je te relaisse la main. Ouais, en fait, effectivement, et ensuite, effectivement, il y a aussi l'aspect motivation dans la volonté de vente qui est mesurée. Et donc là, ça va mesurer la motivation plutôt soit d'un côté pour les choses, parce que pendant longtemps, alors ce que dit les choses, ça peut être l'argent, l'objet, une grosse voiture, une belle maison. Donc ça, c'est la motivation extrinsèque. Donc ça va mesurer à quel point vous êtes motivé par ça. Ou la motivation intrinsèque qui va être l'accomplissement personnel. Et là, de plus en plus, d'ailleurs, la tendance est très claire depuis que le test existe, de plus en plus de commerciaux sont dans les deux zones, c'est-à-dire que l'accomplissement personnel, faire partie de quelque chose de plus grand que soi, d'être quelqu'un de plus reconnu pour son métier, faire partie d'une équipe, tout ça prend de plus en plus de place. Donc ça va aussi mesurer ça. Donc ça c'est à vous de trouver effectivement l'équilibre et d'aller chercher ça. Tous ces facteurs en fait sont des facteurs où vous pouvez directement avoir une décision à prendre pour être différent. Alors après, ça va mesurer également le moral. Pour ça, à la rigueur, je vais pas m'attarder dessus. Je vais plutôt mesurer. Ça, c'est une compétence vitale. Et là, c'est là vraiment sans doute une des plus importantes. C'est la capacité à être responsable de son action. C'est la capacité à arrêter de se trouver des excuses. Je vais vous montrer un petit exercice. Vous allez utiliser votre index. Et souvent, je rencontre des commerciaux, des managers, des dirigeants qui utilisent beaucoup leur index et qui pointent des coupables. Ah, l'affaire, je l'ai perdue. Vous pouvez faire comme moi. Vous allez voir, quand vous utilisez votre index, il va forcément pointer quelqu'un d'autre. Il va pointer la concurrence, le marché, le produit, la production, le marketing, tout ce que vous voulez. Moi, je vous invite à ranger l'index. Et vous servir un autre doigt, c'est celui-là. Vous voyez, le pouce. Le pouce, lui, il montre celui qui peut changer les choses. C'est vous. Et c'est de votre décision de devenir responsable de ce que vous pouvez changer. Donc, c'est ça que ça va mesurer. Et ça, c'est quand on fait face à ça, vous allez pouvoir enfin changer les choses. C'est le point de départ. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué avec mon jeu du pouce et de l'index. Et que ce soit pour quand j'évalue des forces de vente, effectivement, ça c'est un des premiers aspects sur lesquels je vais travailler, des forces de vente. On va travailler sur le côté responsabilité, donc ne plus chercher d'excuses au fait d'avoir loupé une affaire.
ou quand je l'aide à recruter des commerciaux, de bien regarder ce facteur-là, parce que c'est important. On peut rien changer tant qu'on peut pas se considérer responsable de sa réussite ou de ses échecs. Là, je fais une petite pause pour voir s'il y a des questions en live qui sont venues, Victor, avant de passer à la suite. Ouais, il y a des questions, ça bouge pas mal. Alors bon, au-delà des problèmes techniques, j'ai déjà répondu sur ce point. Il y avait, alors c'était pas forcément une question, mais plutôt une réaction de Mécuge. Le problème que j'avais, c'était le manque d'engagement. Je travaillais cet aspect, surtout quand je ne voulais pas faire, parce que c'était difficile. Donc là, ouais. C'est super, bravo. Bravo, voilà. Mais Ouais. effectivement, ce qu'on remarque quand on fait de l'accompagnement de force de vente et qu'on analyse les différents commerciaux, ben souvent, la différence de performance, elle va s'expliquer en partie par l'engagement. On va avoir des profils qui vont avoir tendance à déjà atteindre les objectifs de volumétrie par rapport à ce qu'on a parlé avant, mais même à faire plus que ce qui leur est demandé pour se donner le maximum d'occasions, d'opportunités business. Et d'autres qui vont, je laisserai Olivier complémenter s'il veut, mais qui vont avoir tendance à faire l'autruche et dire non, mais j'ai pas réussi à passer mon nombre d'appels, j'avais pas le temps d'aller visiter tel client parce qu'il y avait des bouchons sur la route, etc., etc. Donc là, il y a vraiment l'engagement, c'est fondamental, et je pense qu'on n'insistera jamais assez là-dessus. Ouais, j'aime beaucoup ton exemple, Victor, sur j'ai pas le temps. C'est-à-dire, il faut avoir le courage de dire j'ai choisi de faire autre chose. Ouais, voilà. Moi, ça me fait penser ça me ramène une dizaine d'années en arrière, mais quand je bossais en grande distribution, pourquoi à un moment donné, au-delà de toutes les autres compétences, j'ai pu avoir des résultats et surperformer la concurrence, à la fois externe mais même interne dans ma propre entreprise, c'est parce que j'ai compris à un moment donné que entre 5h et 9h du matin, avant ouverture, c'est là où on faisait le maximum de business. Voilà, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et c'est exacerbé en grande distribution. Je me levais tous les matins et j'allais tous les matins en point de vente à 5h, à 6h sur les points de vente. Ce que ne faisaient pas mes concurrents et ce que ne faisaient pas à certaines de mes collègues. Donc à un moment donné, voilà, l'engagement il est là. C'est qu'est-ce que je suis prêt à faire comme sacrifice pour me donner l'opportunité d'avoir plus de business que les autres. Merci Victor. Avec plaisir. À toi, Olivier. Alors voilà, donc c'est ce qui concerne la volonté de vendre, hein, mais vous l'avez vu, effectivement, j'ai surtout fait le focus sur deux aspects. L'engagement, la capacité à faire les choses difficiles pour vous, et la responsabilité, la capacité à arrêter de se trouver des excuses et à commencer à accepter la responsabilité de vos actions et de vos échecs et de vos réussites en vente. Alors, il y a une autre question de Marie, je te coupe, qui dit, est-ce que c'est éthique de vendre quand on n'aime pas ce qu'on fait? Bonne question, Olivier. Est-ce que c'est éthique de vendre quand on n'aime pas ce qu'on fait? Il y a deux choses. Dans l'éthique, on peut mettre beaucoup de choses derrière et je laisserai Olivier répondre. Moi, je pense que déjà, le premier niveau d'éthique, c'est est-ce que ce que vous vendez, vous seriez capable de le recommander à un membre de votre famille ou à un proche? Si la réponse c'est non, je pense qu'il y a effectivement un problème de congruence et ça sera difficile d'obtenir de faire partir des top performers, d'obtenir des résultats exceptionnels dans la vente parce que, voilà, ce décalage interne se fera toujours ressentir en clientèle et les clients détecteront ça par effet miroir. Donc, ça débouchera sur des objections, sur des affaires qui traînent, etc. Je pense qu'il faut se poser la question à changer de fonction ou d'entreprise. Je suis d'accord. J'ai rien à rajouter. Je pense que ça très bien expliqué. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit. Ok, super. Bah, écoute, je pense qu'on a traité toutes les questions qu'il y avait. Donc, okay. tu peux poursuivre. Alors ensuite, eh bien, je vais partager avec vous le deuxième pavé, c'est l'ADN de vente. OMG, donc mes collègues qui sont basés à Boston, hein, ont travaillé sur 6 facteurs qui sont internes, qui sont finalement des choses sur lesquelles de qualité, des compétences que vous avez obtenues et qui vous servent ou vous desservent dans la vente. Alors bien sûr, on peut aussi les travailler, mais il se trouve qu'il y a des gens qui sont naturellement équipés et ce sont des gens qui sont pas forcément commerciaux. Et je vais partager avec vous ici que à partir du moment où un ADN de vente est très fort, une personne qui a un ADN de vente très fort et qui est commercial et qui a moins de compétences sera plus performant que quelqu'un qui a plus de compétences mais qui n'a pas l'ADN.
Alors maintenant, je vais en arriver à ces 6 critères autour de des compétences liées à l'ADN de vente. Donc ces 6 critères, donc je vais les détailler dans ma présentation. Donc c'est la recherche d'approbation du commercial vis-à-vis de ses prospects et clients, le contrôle des émotions, un certain nombre de croyances qui supportent la vente, et je vais vous en montrer quelques-unes. Le cycle d'achat supportant la vente, il s'agit de votre façon d'acheter. Vous allez voir comment ça peut vous impacter en tant que commercial. C'est votre façon d'acheter à titre personnel qui vous impacte dans votre métier de commercial. La difficulté à parler de l'argent de vos clients, et enfin, c'est la capacité à gérer les rejets. Alors, je vais détailler tout ça. Alors, le contrôle des émotions, eh bien, c'est la capacité à rester en contrôle de ce qui va se passer. C'est la capacité à pouvoir réagir correctement quand votre prospect, votre client va vous amener des objections, va vous amener des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et là, je vais vous dire, je vais partager avec vous, la seule façon d'être prêt à toutes les situations, c'est à vous de décider une fois de plus, c'est d'avoir préparé. Si vous ne préparez pas vos arguments, les réponses aux objections, des questions qui vont aller creuser les objections que vous allez prendre, si vous ne préparez pas, vous allez vous faire avoir. Voilà, c'est clair, c'est obligé. Si vous êtes pris au dépourvu, c'est là où ça commence à plus bien se passer. Donc la préparation, c'est le premier secret pour arriver à contrôler ses émotions. Et puis après, naturellement, ça vient. Si vous êtes préparé, vous serez plus pris de court, et donc du coup, vous ne pourrez plus être pris à défaut. Ensuite, le deuxième qui est très intéressant et qui est une découverte, c'est vos habitudes d'achat à titre personnel. Je vais partager avec vous que quand vous êtes un acheteur né le samedi, quand vous êtes un négociateur et que vous allez négocier votre baguette de pain quand vous allez l'acheter le samedi, et bien lundi, quand vous revenez au travail et que si vous êtes un commercial, vous tolérez que votre client il marchande ou il vous réponde « je vais y réfléchir ». Comme je dis souvent, à revoir, au revoir. Ce sera même plutôt, je dis ça parce que ça rime, mais c'est plutôt à revoir, c'est plutôt adieu. Si vous achetez sur le prix, si vous négociez, même un objet, même si vous avez l'argent, même si vous avez très envie, vous adoptez un comportement de type, vous répondez à je vais y réfléchir, on verra plus tard, vous allez voir dans un autre magasin, dans un troisième, etc., etc. Et quand vous êtes au travail, vous êtes commercial et vous rencontrez des clients, ils vont vous dire, effectivement, je vais réfléchir. Écoutez, c'est trop cher, on va négocier. Vous revenez dans un mois où je vais consulter le marché. Vous tolérez cette réponse puisque c'est comme ça que vous êtes. Et donc la décision, et là je le partage avec vous, vous devez être bien conscient que la façon que vous achetez à titre personnel a un impact à titre professionnel dans votre semaine. Et une fois que j'ai dit ça, vous êtes capable de comprendre que ça a des influences négatives et vous pouvez le corriger très facilement. Donc, à 14h30, quand on a terminé, rien qu'avec cette idée-là, vous êtes capable de mettre en œuvre et comprendre pourquoi vous tolérez parfois que votre client vous réponde « je vais réfléchir » et vous amène uniquement sur le sujet du prix. Alors, je vais continuer et je vais comme Victor vous l'a envoyé, j'ai étudié les 5 compétences que le top 10 des commerciaux avaient les plus fortes. C'est-à-dire que sur les 1 750 000 commerciaux qui ont été évalués dans la base OMG, je peux faire des statistiques et donc j'ai regardé quelles étaient les qualités les plus fortes du top 10, des meilleurs commerciaux. Et en particulier, il y en a 4 dans l'ADN de vente qui surclassent ces 4 qualités. Les top vendeurs surclassent l'ensemble des autres commerciaux. Alors, c'est tout d'abord la recherche d'approbation. Les top vendeurs n'ont pas besoin d'approbation. Ils ne cherchent pas à être aimés de leurs clients. Parce que si vous cherchez à être aimé de vos clients, vous ne poserez pas les questions difficiles, profondes, dérangeantes, qui concernent l'argent du client, qui concernent l'avenir du client, qui concernent la carrière du client. Vous resterez dans
quelque chose de gentillet. Voilà. On sera sur du besoin, de l'enjeu, mais ce n'est pas de la question profonde. Une question qui creuse, je vais vous donner quelques exemples, c'est une question qui va chercher du type combien de temps pouvez-vous encore tolérer de cette situation? Combien cela va encore vous coûter de ne rien changer? Combien de temps pouvez-vous encore supporter cette situation? Quel sera l'impact pour vous de ne rien faire sur votre carrière dans l'entreprise ou sur l'avenir de l'entreprise elle-même? Tout ça, si vous voulez être aimé du client, vous resterez dans la surface des choses. Et puis, il faut être à l'aise à discuter d'argent, à l'aise à discuter de l'argent. Et donc, ça revient à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'effectivement, vous devez être capable de discuter de l'argent du client. Combien, et tant que vous n'avez pas, combien cela va coûter de ne rien faire. Et quand vous n'avez pas de chiffres, vous n'aurez pas de levier pour proposer votre solution et vous serez bien désarmé quand le client vous dira c'est trop cher. Parce que vous n'avez pas de chiffres. Et donc, quand il vous dira c'est trop cher, ça se terminera comme ça. Si vous savez combien le client va gagner ou perdre à ne pas prendre votre produit, ou à le prendre, eh bien, vous aurez les leviers qui vont bien. Ensuite, les meilleurs commerciaux gèrent le rejet. Et là, j'ai une citation, alors je suis désolé, je l'ai qu'en anglais, mais je vais vous l'expliciter en français, elle n'est pas très compliquée. Some will, some won't, so what next? Certains clients travailleront avec vous. Certains clients ne vont pas travailler avec vous. So what? Et alors, au suivant. Les meilleurs commerciaux, ils essuient un échec. Ils retournent au charbon immédiatement avec le même niveau d'énergie. C'est vous passez, ça s'est mal passé, laissez tomber. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Ne vous concentrez pas sur le résultat. Des fois, ça marche pas. C'est la même façon en prospection. On obtient des rendez-vous, on n'obtient pas des rendez-vous. Parfois, vous avez très bien fait l'appel et pourtant, ça n'a pas marché. Et alors, passez au suivant et recommencez et ça marchera. Et enfin, les croyances qui supportent la vente, les meilleurs commerciaux ont des croyances qui supportent leur effort de vente, de top 10%. Et là, j'ai voulu vous mettre quelques exemples de croyances que te donne l'outil OMG. Par exemple, là, c'est un exemple d'un commercial qui a effectivement beaucoup de croyances limitatives, du type les clients qui prendront un temps de réflexion finiront par acheter chez moi. Eh bien, c'est souvent pas ce qui se passe. Si une affaire traîne en longueur, elle sera pas signée chez vous, ou elle sera pas signée du tout, elle sera signée chez le concurrent, vous serez plus là. Ça, c'est pas une réponse qu'on peut tolérer. Il vaut mieux aller chercher immédiatement le non plutôt que d'avoir les affaires qui traîneront en longueur de votre pipeline, qui vous laissent espérer que ça va se faire, qui laissent espérer un succès quelconque, mais c'est pas ça qui arrivera. Ou une croyance terrible, mais j'en ai parlé, il n'est pas nécessaire de questionner les clients à propos de leurs finances, à propos de leur argent. Eh bien, pas malheureusement, mais c'est comme ça. Si vous n'avez pas des données très claires sur combien ça va coûter de ne pas faire appel au service, mais effectivement, vous n'arriverez pas à passer vos arguments de produits, vous ne saurez pas montrer l'économie. Voilà, j'en ai fini pour cette partie ADN de vente et je vous propose d'enchaîner sur les compétences en vente et les systèmes et stratégies. Alors, les compétences tactiques et les systèmes et stratégies, je vais les décliner ici. Donc, ça se présente comme suit. Donc, vous avez ce diagramme. Alors là, j'ai pris un profil d'un commercial qui est effectivement très bien noté, très fort. Donc, je vous propose tout d'abord de focaliser sur tout ce qui est système. Donc, compétences en vente, système et process, c'est votre capacité à suivre un processus de vente basé sur des étapes. Et quand je dis processus de vente, c'est des étapes claires avec des questions posées aux clients qui permettent de passer d'une étape à une autre dans votre affaire. Donc, clairement, commercial qui suit un process de vente structuré, il augmente ses ventes de 15%. Pas de process égale des affaires, on ne sait pas pourquoi elles sont dans la situation en décision, par exemple. Alors que peut-être qu'il y a sans doute un décideur qui n'a pas été mis dans la boucle et qui pourtant va décider, mais ça n'a pas été fait parce que le process n'intègre pas la question. Et ensuite, je sais que c'est une tarte à la crème, la maîtrise des outils de CRM, mais je partage avec vous que le commercial, il doit vivre dans son CRM, point barre, pas de discussion.
c'est de votre ressort de mettre vos affaires et de les faire avancer dans votre CRM. Point. Maîtrise du social selling, la vente a changé, c'est de votre responsabilité de mesurer vos efforts sur ce sujet-là. C'est dommage de se passer des réseaux sociaux pour faire des affaires à l'heure actuelle, alors qu'on peut avoir des informations très précieuses pour vraiment pas cher. Et les compétences en vente, eh bien en fait, il y en a 7. Donc le côté chasseur. CRM, apparemment, il y en a pour qui c'est pas évident. Donc CRM, c'est un logiciel de gestion de la relation client. Gestion de la relation client. Alors, je vais faire un peu de pub, hein, tant pis, moi je gagne rien, mais moi ça peut vous donner des idées. Très clairement, je n'entends pas CRM dans le fait d'avoir une grosse base de données dans laquelle on va avoir une collection de contacts et c'est pas ça que j'entends. Moi j'entends un outil hyper simple qu'on doit comprendre en 15 minutes et qui permet de visualiser les actions qui permettent de signer des affaires, des actions précises qui permettent de faire avancer les affaires d'une étape vers une autre, de l'identification vers rendez-vous, de rendez-vous à proposition, de proposition à conclusion. Et pour ça, effectivement, il y a des outils qui sont très très bien, comme You Don't Need a CRM, j'adore le nom de cette application, hein, et Pipedrive. Ça coûte 100 € par an, je crois, l'une et l'autre. Ça, c'est pour par commercial. Et ça permet très clairement de s'affranchir de toutes les difficultés, de tous les logiciels trop complexes. Je ne donnerai pas mon avis sur le sujet, ce sera en off. Voilà. Alors, voilà. Compétences en vente, je reviens donc sur la chasse, c'est une évidence. Les meilleurs commerciaux travaillent leurs compétences de chasse. Donc, je vais pas trop insister, vous savez tous ce que c'est, de la capacité de prendre le téléphone, d'avoir préparé ses scripts d'appel et de se bloquer des créneaux et de considérer que la prospection, c'est obligé. Et même, je vais vous dire, vous pouvez choisir. Si vous n'aimez pas la prospection, choisissez d'y être excellent, comme ça, vous en ferez beaucoup moins. Voilà. Choisissez une bonne fois pour toutes d'avoir une super méthode pour, au lieu que ça traîne en longueur, n'en faire plus que 4 heures par semaine, mais les jours où vous faites ça, vous êtes au top, vous fermez le bureau, vous mettez un do not disturb sur la porte de votre bureau et vous appelez comme un malade. Voilà. Donc ça, c'est la prospection. Capacité à nouer des relations, ça paraît assez évident, je vais pas trop insister. Le plus intéressant parmi les résultats du Team Management Group, OMG, sur les compétences fondamentales en vente, c'est la vente consultative. Alors, la vente consultative, j'ai effleuré le sujet tout à l'heure quand j'ai parlé du besoin d'approbation. C'est la capacité à poser des questions profondes, au bon moment et beaucoup de questions. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de poser des questions, posez juste celle-là en introduction d'un rendez-vous avec un de vos clients ou prospects. Monsieur le client, êtes-vous pour bien travailler avec vous et pour mieux savoir qui vous êtes et savoir vous proposer les bons services et les bons produits, j'ai besoin de vous poser des questions. Êtes-vous d'accord avec ça? Et vous verrez, très peu de personnes disent non et comprennent très bien qu'on leur pose des questions. Et ça vous permettra peut-être de surmonter cette peur que certains commerciaux peuvent avoir de poser des questions. La vente consultative, il existe toute une littérature là-dessus, mais c'est pareil. Alors, les questions, il faut les préparer. Il n'y a pas de doute. Et puis, forcément, il faut mieux que ce soit des questions ouvertes qui commencent par un comment ou un pourquoi que des questions fermées. Si votre question commence par est-ce que, c'est pas un bon démarrage. Et c'est pourtant tout ce que l'on voit en clientèle quand on accompagne des commerciaux. 10% de questions ouvertes et 90% de questions fermées. Après, effectivement, Victor, et je le partage avec vous, je pense que tout ça, il y a une partie d'éducation, hein, tous ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants jusqu'à 7 ans, savent très bien que jusqu'à 7 ans, les enfants disent pourquoi, comment. Et puis, à partir d'un certain moment, ça devient plus ça. Peut-être que nous, les parents, on a une responsabilité là-dessus parce qu'on leur dit d'arrêter de nous poser des questions parce qu'on en a marre. Ça, c'est possible. L'école a peut-être une responsabilité, peut-être que l'éducation nous fait que c'est mal élevé de poser des questions, mais toujours est-il que le questionnement, c'est la compétence fondamentale, s'il y en avait qu'une,
les grands vendeurs et celle que vous pouvez décider d'acquérir qui vous servira le plus. Après, ce qu'il faut aussi préciser, je pense, qui est essentiel, c'est parce que certains commerciaux ont compris qu'il fallait poser des questions et poser des questions pour poser des questions. Ah, Il faut, là, je pense que c'est super intéressant. C'est ce qu'il faut peut-être aussi, là où il faut insister ou ce qu'il faut retenir, c'est poser des questions qui vous servent à avancer, qui vous apportent un degré de connaissance supplémentaire, qui vous aidera à proposer une bonne solution derrière ou à vous faciliter la vente. Si c'est poser des questions sur des informations dont vous pouvez vous passer ou qui ne sont pas décisives, ben voilà, essayez d'élaguer au maximum le plan de découverte parce que voilà, on n'a pas, pour pas monopoliser le temps et pour pas faire des entretiens à rallonge, pour travailler ce qu'on appelle l'efficacité commerciale, il faut dégainer des questions qui vont à l'essentiel et qui nous font avancer. Et par exemple, oui, mais je suis entièrement d'accord. Quand vous voulez poser, je vous laisse réfléchir là-dessus. Après, je passe au critère suivant. Une bonne question, ce n'est pas qui décide du projet chez vous ou de l'achat. Ça, c'est pas une bonne question. Une bonne question, c'est comment décidez-vous d'habitude ce genre d'achat ou ce type de projet? Là, Quel est le processus de décision? Exactement. À partir de ce moment-là, vous obtenez des informations bien plus intéressantes que le qui, puisque les égos étant ce qu'ils sont, les acheteurs ont vite tendance à dire que c'est eux qui décident. Voilà. Alors que c'est pas vrai. On pourrait en parler longtemps du plan de découverte, mais je te propose d'enchaîner comme ça. Après, on traitera les questions-réponses. Tout le monde pourra se diriger, bien sûr, vers les formations de Victor. Merci, Olivier. Vendre la valeur, bien en fait, effectivement, les meilleurs commerciaux sont focalisés sur la vente de valeur, quand ils ont une objection de prix, une objection sur le prix, eh bien, ils continuent à remettre en avant la valeur de leur produit, à quel point il va être intéressant pour le client, et ils acceptent, ils ne vendent pas la remise, ils vendent bien la valeur. Ensuite, j'ai presque terminé, hein, il en reste 3. Donc, c'est la capacité à qualifier les opportunités. Et je vous encourage très clairement à développer cette qualité qui vous permettra de vous débarrasser des affaires qui ne se feront jamais. Bien sûr, c'est aussi lié au questionnement. Cette capacité, c'est qualifier et disqualifier. Parce que il faut parfois décider une bonne fois pour toutes d'arrêter de vouloir faire vivre dans votre portefeuille des affaires qui ne sortiront jamais à rien. Il faut parfois se décider à ne plus travailler certains clients, certaines affaires et dire gentiment, professionnellement que cette fois-ci, vous passez votre tour. Ça, c'est hyper important aussi, la capacité à scorer et à savoir où investir son temps, quel va être le rendement maximum dans son pipeline des ventes. C'est voilà, comme dit Olivier, c'est savoir prioriser sur les affaires sur lesquelles on a un taux de chance de succès qui est fort et où derrière, voilà, on sait que prioriser sur ces prospects-là va nous amener à atteindre nos objectifs de chiffre d'affaires. Attendre des clients qu'on a relancé déjà 2 ou 3 fois en disant ouais, mais on est en attente de décision, c'est perdre du temps et passer à côté des véritables affaires. Ensuite, c'est l'approche de présentation. Alors, je partage avec vous que c'est pas votre capacité à sortir votre PowerPoint et votre plaquette, hein, parce qu'effectivement, ça, c'est pas une qualité. Et ça, vous pouvez en être certain. Et si vous voulez retenir quelque chose aujourd'hui, c'est votre plaquette ou votre PowerPoint, ça sert éventuellement d'écran entre vous et le client. Ça éventuellement, ça vous sert pour les jeunes commerciaux, ça vous sert de bouclier, hein, parce que ça vous dit que vous serez protégé du client et vous serez bien tranquille. Mais malheureusement, je vous dis tout de suite, c'est pas une bonne idée. La présentation, telle que le mesure OMG, c'est la capacité à apporter les bons arguments aux bons besoins du client. Et je vais partager vous cette petite citation. Connaître votre produit s'impose. En parler vous expose. Et surtout, trop en dire indispose. Alors, voilà. Donc, je suis content de mes rimes, hein. Effectivement, la présentation, ça s'adapte juste aux besoins du client. Et enfin, le closing, même si effectivement, je partage avec vous que ce n'est pas le plus important. Si vous avez tout bien fait avant, l'affaire tombe toute seule. Et le top 10% des meilleurs commerciaux, le closing n'est pas leur plus grosse compétence.
Le closing, c'est la vente à l'arrache. Voilà, c'est la vente à l'arraché, plutôt qu'à l'arrache. Hein. Ça se fait. Vous voulez conclure la vente, mais c'est pas là que ça se joue. Ça se joue bien avant. Et là, pour arriver à en finir, vite arriver aux questions et aux échanges. Ça, c'est un rapport, hein, effectivement, où vous allez retrouver l'ensemble de ces visuels. Le candidat, là, c'était un candidat, c'était pas un collaborateur, c'est un candidat qui a eu de très bons résultats. Effectivement, ce candidat, lui, vous trouvez tous ses résultats sont en gris. Et puis, dès qu'il est en vert, c'est-à-dire que c'est une compétence, une force pour lui. Et dès qu'il est en rouge, c'est que c'est une faiblesse. Bon, là, il y a quand même très peu de rouge, effectivement. Et vous verrez donc en haut à droite, ce que j'ai pas expliqué, c'est que l'outil vous aide et recommande les clients, hein, ici, et les candidats, pardon, c'est la recommandation à l'embauche. Alors c'est pas la même chose, hein, pour les collaborateurs qui sont en place, ça on n'en a pas besoin. On veut juste arriver à savoir d'où on part, et c'est mon boulot, hein, effectivement, et c'est mon travail aussi comme Victor, hein, d'aider à partir de ce bilan. De savoir d'où on part et de savoir où est-ce qu'on peut arriver et qu'est-ce qu'il faut travailler comme compétence. Et le percentile de vente, c'est à quel niveau vous vous situez par rapport à l'ensemble des commerciaux qui ont été évalués dans la base. Là, en l'occurrence, on a un candidat et 97% meilleur que tous les autres candidats de la base. Donc, c'est vraiment un très bon candidat. Je suis très content d'avoir trouvé pour un de mes clients. Et pour finir, avant les questions, effectivement, vous l'aurez compris, pourquoi l'index? Parce que c'est vous qui devez décider de changer les choses. Personne ne changera pour vous. Voilà. Pour moi, Victor, je te passe la main. On va passer aux questions-réponses. Peut-être que tu veux commenter pour la suite. Ouais, alors je vais prendre le relais. Il y a eu pas mal de questions et dont certaines où je me suis engagé à ce qu'on puisse les traiter à la fin. Donc du coup, il y avait une question là juste sur OMG, donc des gens sûrement qui ont pris la conférence en cours de route. Donc OMG, c'est Objective Management Group, et Olivier en a parlé au début. C'est de là que résultent ces 21 compétences fondamentales en vente, en fait, que viennent on va dire d'introduire, parce que c'était une introduction. Pour rester sur un format court, on n'a pas le temps de développer chacune de ces 21 compétences, mais on pourrait, voilà, faire 1 heure par compétence. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs niveaux d'approfondissement, et il y a d'ailleurs des gens qui ont rebondi sur le questionnement, ou alors la capacité, la résilience. Donc, il y aurait beaucoup à dire, et c'est aussi pour ça qu'on a prévu 20-30 minutes de questions-réponses. C'était pour vous donner une introduction et vous faire part de, en fin de compte, ces 21 compétences, ce socle que partagent en fait les meilleurs vendeurs au monde, puisque le but de cette méthodologie, et ce pourquoi j'ai fait intervenir Olivier aujourd'hui, c'est de savoir ce qui se cache derrière les top performers. Aujourd'hui, dans des forces de vente, habituellement, voilà, sur des forces de vente de 100 personnes, on en a 10, 15, 20 qui font le même chiffre que tous les autres réunis. Et typiquement, la réponse aujourd'hui, elle a été donnée par ces 21 compétences fondamentales. Ces traits-là, on les retrouve chez les meilleurs vendeurs de la planète. Donc, c'était pour vous donner, voilà, un fil conducteur et vous mettre l'eau à la bouche. Derrière, effectivement, avec Olivier, on a prévu, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et avant d'attaquer la session des questions-réponses, un bonus. Donc, Olivier va vous en parler tout de suite. Et toutes les questions, voilà, qui sont passées dans le chat, je les ai notées. Donc, on va tout de suite, après, pouvoir les traiter, échanger, rebondir. Donc, Olivier, je te laisse annoncer la bonne nouvelle, et pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Effectivement, pour tous ceux il y aura